bonjour à tous. C'est la première fois qu'on fait la journée découverte en sciences de la santé en mode virtuel. Et malgré le fait qu'on essaie d'adapter notre modèle de présentation cette année, on souhaite que les activités d'apprentissage qu'on vous propose vous permettent d'avoir des activités qui vont être très enrichissantes. On est vraiment content de vous accueillir aujourd'hui. On vous remercie de vous connecter avec nous virtuellement. Avec tout ça, je suis très heureux et très fier de présenter la première personne qui va vous faire une présentation aujourd'hui, le docteur Annie Robitaille. Dr Robitaille est une professeure adjointe à la faculté de sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et elle est aussi professeure adjointe à l'école interdisciplinaire de sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire d'une chaire de recherche en soins de personnes fragilisées du Center of Excellence de Pearlie et de Rideau Veterans Health Center. Et puis sa recherche est surtout concentrée sur l'analyse d'études longitudinales pour trouver réponse à des questions sur les changements interpersonnels et intrapersonnels dans des processus qui sont liés au vieillissement. Donc, évidemment, c'est une question très importante aujourd'hui quand on parle du vieillissement de la population et tous les enjeux cliniques et en médecine qui sont associés à ça. Le but du travail de Dr Robitaille, c'est de mieux comprendre les facteurs qui sont biopsychosociaux qui sont liés au vieillissement. Puis une grande partie de ces travaux portent en particulier sur les personnes qui sont atteintes d'un trouble neurocognitif. Sa recherche vise également à rehausser la qualité de vie et à réduire l'isolement social des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif ainsi que de leurs proches aidants. Et je pense que c'est d'autant plus un enjeu aujourd'hui avec ce que tout le monde vit avec la COVID-19. Alors, sur ce, je vais arrêter de partager mon écran et je vais laisser la place à Dr Robitaille. Je devrais, voilà, Dr Robitaille, merci beaucoup de vous joindre à nous et je vais vous laisser partager vos diapositives. Excellent. Bon, Merci ben, beaucoup, Dr c'est Robitaille. bon. OK. Merci beaucoup pour l'introduction. Bon matin. Je suis vraiment contente d'être parmi vous en ce beau vendredi matin, vraiment ensoleillé. D'abord, j'aimerais vraiment remercier la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa de m'avoir invité à partager non seulement mon parcours de carrière et ma recherche à la journée de découverte en sciences de la santé, et aussi un gros merci à tous les étudiants là, qui sont avec nous aujourd'hui dans cette séance virtuelle. Alors, pour eux, là, ça, c'est juste mes coordonnées. Vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec moi là, pour n'importe quelle question que vous avez à propos de votre carrière ou votre recherche. Ça me fait toujours vraiment plaisir de pouvoir parler aux étudiants. Maintenant, je vais parler un peu de mon parcours de carrière. Alors, comme il a été mentionné, là, je suis professeure à l'Université d'Ottawa, mais j'ai aussi, mon conjoint et moi, on a aussi 2 filles et 2 Golden Retrievers qui, eux, adorent vraiment là, que la dernière année et le confinement relié à la COVID. Une affaire aussi là, que j'aimerais vraiment là, mettre en face, c'est que j'adore mon travail et qu'est-ce que je fais. Vous savez, là, le sentiment de stress que certains ont des fois le dimanche, là, Sunday blues, là, qu'on a là, avant que la semaine commence, ben moi, là, je l'ai jamais. Alors, comme vous, là, tous qui êtes sur le point là, de vous lancer un peu dans une nouvelle aventure là, pour découvrir qu'est-ce que vous aimeriez faire en tant que carrière, j'ai aussi commencé ce cheminement il y a plusieurs années. Et ce cheminement m'a conduit où ce que je suis vraiment aujourd'hui et vraiment, je ne changerai absolument rien. Alors, je suis en fait diplômée de l'Université d'Ottawa. J'ai déménagé de la ville de Québec après le cégep pour faire mon bac à l'Université d'Ottawa. Et en fait, j'étais la première personne à aller à l'université dans ma famille. Mon premier bac a été en criminologie et mon deuxième en psychologie. Ensuite, j'avais pas terminé mes études, alors j'ai décidé de faire un doctorat en psychologie encore à l'Université d'Ottawa.
Et ma thèse a vraiment examiné le rôle du soutien social sur la détresse psychologique des Canadiens âgés à l'aide de l'enquête nationale sur la santé de la population, qui est des données qui ont été collectées à travers le temps par Statistique Canada. Après mon doctorat en psychologie, ben j'avais pas encore terminé, alors j'ai décidé de faire un premier postdoc au Centre sur le vieillissement de l'Université d'Ottawa et aussi avec un réseau d'analyse intégrative des études longitudinales sur le vieillissement qu'on appelle, et démence, qu'on appelle IASA. Et ce réseau-là international là, a vraiment eu un gros impact sur ma carrière et a vraiment favorisé les collaborations interdisciplinaires que j'ai pu avoir avec des experts dans mon domaine de recherche. Et des experts venant là, vraiment de partout autour du monde. Finalement, j'ai pas encore terminé. J'ai décidé de faire un deuxième postdoc. Celui-ci, je l'ai fait avec le Centre d'apprentissage de recherche et d'innovation Bruyère et aussi avec l'Université d'Ottawa. Et ce postdoc-là était vraiment plus axé sur les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, et plus spécifiquement pour ceux-là qui vivent en centre de soins de longue durée. Alors, voici, c'est mon parcours à ce moment. Faudrait que je rajoute un petit point parce qu'en statistique, là, on parle beaucoup là, de collecte de données, de présentation, d'analyse de données. Alors, en voici une qui est super importante à se souvenir. Ma progression de carrière, ou my career path, n'a vraiment pas été linéaire. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être l'être, chanceux, mais pour la plupart, là, vous allez avoir des détours, des échecs, des essais et des succès. Mon conseil à vous, là, c'est vraiment essayer différentes choses à l'université, prenez différents cours et éventuellement, vous allez vous trouver. J'ai commencé avec un bac en criminologie, après en psycho. J'ai fait des études au niveau supérieur, changé de superviseur, déménagé plusieurs fois. J'ai eu un poste de professeur à l'UQAM et finalement, je suis à l'Université d'Ottawa. Maintenant, je me considère extrêmement chanceuse. Tous les jours, je fais de la recherche sur un sujet là, dont je suis extrêmement passionnée et qui peut vraiment améliorer la qualité de vie des personnes atteintes qui vivent avec une démence et aussi leurs proches aidants. Et aussi, j'ai l'opportunité d'aider à changer les choses ou comment les choses sont faites en centre de soins de longue durée. Alors vraiment, là, je trouve que ça peut vraiment pas être mieux que ça. Maintenant, je vais vous parler un peu là, plus de ma recherche à l'Université d'Ottawa. Alors, je suis certaine là, que vous avez tous entendu du vieillissement de la population. Et en effet, c'est vraiment c'est vraiment très vrai. Et bien, avec le vieillissement de la population, ça veut aussi dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent avec une démence telle que la maladie d'Alzheimer. Alors, quand que je parle là, de troubles neurocognitifs ou de vivre avec une démence, la maladie d'Alzheimer, je suis vraiment en train là, de parler d'un problème neurocognitif là, qui est caractérisé par une détérioration de la mémoire et aussi les capacités de réflexion, les facultés mentales, ce qui fait que la capacité de la personne à s'occuper de elle-même réduit là, à travers la maladie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, non seulement pour la personne qui vit avec la démence, mais aussi pour les proches aidants. Alors, sur cette diapo-là, on voit vraiment un peu à quoi ressemble mon programme de recherche. Dans le milieu, on voit le vieillissement cognitif. Alors, ça fait vraiment une grosse partie de mon programme de recherche. Et autour, c'est comme les sous-thèmes de recherche, alors les trajectoires, analyse longitudinale, les déterminants, la démence, transition et tout ça. Alors, tu sais, mes recherches sont vraiment axées sur mieux comprendre les dynamiques du vieillissement cognitif
mieux identifier les personnes qui présentent des risques élevés de déclin cognitif pour qu'on puisse faire le diagnostic plus tôt et aussi pour qu'ils puissent mieux se préparer pour les changements qu'ils vont vivre. J'utilise aussi ma recherche, évidemment, pour informer et influencer la conception des interventions pour encore mieux comprendre et améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Et aussi, c'est très important d'utiliser notre recherche pour informer les politiques de santé publique. Alors, justement, j'ai la recherche maintenant qui est spécifiquement axée sur la COVID. Et quelque chose qui est très important pour moi et que je vais rementionner, c'est vraiment que j'essaie de changer la culture qu'on a en soins de longue durée pour que ça soit moins vu comme un hôpital ou une institution hospitalière et plutôt que ça soit vu comme un milieu de vie où les personnes peuvent vivre leur fin de vie, leurs dernières années comme s'ils vivraient à la maison. Et que l'emphase soit vraiment mis là, sur améliorer leur qualité de vie. Alors, pour commencer, là, je vais vous avouer que j'adore les statistiques. Ça semble être le cours le plus redouté. C'était le cas pour moi aussi, il faut que je l'avoue, jusqu'à temps que j'ai eu un super de bon professeur et que j'ai commencé vraiment à comprendre l'importance des statistiques dans la recherche et comment ça peut vraiment aider dans le développement des connaissances. Alors, dans mon cas, je suis particulièrement intéressée dans les vastes études longitudinales qui existent. C'est-à-dire, c'est des études là, parfois qui ont des centaines ou même des milliers de participants. Évidemment, dans mon cas, c'est les personnes âgées qui sont suivies là, pendant une période période à long terme. Alors, ça peut être quelques années ou ça peut être vraiment à partir de la naissance jusqu'à la mort. Alors, vous pouvez vraiment imaginer là, qu'avec autant de données et de différentes variables qui sont disponibles à travers là, plusieurs temps de mesure, on peut vraiment commencer à mieux comprendre les facteurs biopsychosociaux liés au vieillissement cognitif. Alors, par exemple, j'ai de la recherche qui démontre l'importance de l'activité physique, la participation sociale et plusieurs autres facteurs qui, ensemble, ont vraiment un impact pour, par exemple, ralentir le déclin cognitif. Une autre raison pourquoi ces études-là sont très importantes, c'est que, en effet, il existe beaucoup là, de données longitudinales qui sont spécifiquement sur le vieillissement. Dont il y en a une même au Canada qui est très importante, appelée l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, qui va vraiment là, nous aider à répondre à plein de questions reliées au vieillissement dans les prochaines années. Il y a aussi on peut avoir accès à plusieurs autres grosses bases de données à travers le monde et aussi dans plusieurs différents milieux de vie. Alors, par exemple, il y a des données administratives qui sont disponibles pour faire de la recherche spécifiquement dans les centres de soins de longue durée, qui est évidemment quelque chose qui est très cher à moi. Un autre point là, que j'aimerais mettre l'emphase dessus, c'est que il y a vraiment en ce moment, on a vraiment un besoin d'augmenter le nombre d'étudiants qui choisissent une carrière là, à travailler avec les personnes âgées. Il semble que tout le monde, les étudiants ont plutôt un intérêt de travailler avec les enfants, qui est évidemment très intéressant, mais je veux là, vraiment là, vous démontrer l'importance et l'impact qu'on peut avoir quand on travaille ou qu'on fait de la recherche avec les personnes âgées. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre programme, une autre étude qui fait partie de mon programme de recherche qui vient plus récemment d'être subventionné et ça va être un programme de surveillance. Cette étude va vraiment aider à développer une vaste base de données nationale qui va lier plusieurs données sur les personnes qui vivent avec une démence, mais aussi le lier avec ceux de leurs proches aidants. Alors, ce programme-là là, va nous aider vraiment à mieux comprendre
comment le vécu des personnes âgées qui vivent avec des troubles neurocognitifs peut avoir un impact sur le vécu de leurs proches aidants, mais aussi vice-versa. Comment le vécu, la situation des proches aidants peuvent aussi avoir un impact sur le cheminement que la personne qui vit avec la démence va passer à travers. Alors, c'est quelque chose, c'est une des premières là, études au niveau national qui va vraiment là, mettre l'emphase sur l'accès de ces données-là et c'est super important là, pour le développement de nos connaissances dans ce domaine parce qu'il y a plein d'études qui regardent spécifiquement aux personnes qui vivent avec la démence et des études qui regardent spécifiquement aux proches aidants, mais très rarement, ces données-là sont vraiment liées, même si les deux ont un impact important sur l'un sur l'autre. Ensuite, je vais vous parler d'un programme. Là, on ne parle plus des études longitudinales, mais quand même un programme qui est une grosse partie de mon programme de recherche. On l'appelle Revive et c'est un programme intergénérationnel de bénévolat qui offre aux étudiants de l'Université d'Ottawa l'opportunité de participer à l'étude et aussi de faire du bénévolat en centre de soins de longue durée. C'est un programme qui a été piloté et que je mène avec un autre chercheur, la docteure Linda Garcia. Et le but de ce programme-là, c'est vraiment d'augmenter le niveau d'interaction sociale des résidents, augmenter l'intérêt des étudiants, évidemment, à poursuivre une carrière auprès des personnes âgées, fournir du soutien de support au personnel en centre de soins de longue durée et offrir un répit aux familles et aux proches aidants parce que ceci est très important. Alors, le programme qui est encore en cours à l'Université d'Ottawa, la manière que ça fonctionne, c'est que chaque résident en centre de soins de longue durée est jumelé avec 2 étudiants et chaque étudiant qui fait partie de l'étude et du programme de bénévolat fait 2 visites avec le résident par semaine. Alors, on peut imaginer là, que ça augmente vraiment le niveau de soutien social pour ces personnes-là et ça l'aide vraiment les membres de famille et les proches aidants qui sachent maintenant qu'il y a quelqu'un qui les visite 4 fois par semaine. Alors, c'est un programme très positif et on a, dans le programme pilote, trouvé des effets très positifs, non seulement sur les personnes qui vivent en centre de soins de longue durée, mais aussi sur les étudiants et sur les proches aidants et les membres de la famille. Comme j'ai mentionné, c'est un programme qui est encore subventionné, qui a été resubventionné et qui est encore en train de continuer en ce moment. Par contre, on a dû vraiment s'adapter à la COVID parce que c'était des visites qui étaient avant en personne. Alors, en ce moment, on est en train d'évaluer comment que l'impact que les visites virtuelles peuvent avoir. Alors, on a plusieurs étudiants qui sont en train de participer dans le programme et plusieurs personnes qui vivent avec des démences et leurs proches aidants qui font partie du programme, mais toutes les visites sont virtuelles. En plus de ça, on l'a aussi ouvert aux personnes qui ont qui vivent avec la démence dans la communauté parce qu'on a réalisé qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là durant la COVID-19 parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la communauté qui sont évidemment très isolées et c'est encore plus dur pour ceux qui vivent avec une démence et leurs proches aidants. Finalement, le dernier projet, j'en ai d'autres, mais le dernier que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet qui garde l'impact de la COVID-19 dans les CHSLD. Ce programme-là, c'est un projet de recherche qui fait des entrevues avec des proches aidants de personnes qui vivent en centre de soins de longue durée, mais aussi qui va avoir des groupes de discussion avec le personnel en centre de soins de longue durée pour vraiment mieux évaluer l'impact que la COVID à court terme et à long terme va avoir dans les centres de soins de longue durée, mais aussi d'essayer de développer des nouvelles procédures pour pouvoir mieux différencier les proches aidants qui devraient vraiment être identifiés comme étant des partenaires de soins essentiels pour qu'ils puissent rentrer dans les centres de soins de longue durée, même durant les pandémies, et de le faire dans une façon très sécuritaire. Et aussi pour développer des initiatives
qui peuvent être mises en place durant des pandémies pour que le contact virtuel puisse continuer et que ce contact-là soit positif. Alors, c'est quelque chose qui est très important. Alors, parce que vous savez, là, comme vous savez, les centres de soins de longue durée ont vraiment été touchés par la COVID. On le voit dans les nouvelles et c'est crucial qu'on change les choses. Et ça revient encore à mon point là, de vraiment changer la culture dans les centres de soins de longue durée et de vraiment les voir comme un milieu de vie. Alors, mon cheminement a commencé à gauche là, lorsque j'ai rempli la voiture de mes parents jusqu'au top et que je suis partie pour commencer mes études universitaires à l'Université d'Ottawa. Pour vous tous, ce n'est que le début. Alors, je vous dirais, là, soyez curieux, profitez d'autant d'opportunités que vous pouvez, incluant des opportunités de recherche. Par exemple, vous pouvez vous joindre à des laboratoires de recherche. Par exemple, moi, j'ai plusieurs étudiants, non seulement au bac, mais à la maîtrise et au doctorat, et on se rencontre à chaque 2 semaines pour discuter de recherche. Aussi, n'ayez pas peur de changer de direction. La mienne, elle a changé beaucoup. Créez des liens autant que vous pouvez. Amusez-vous dans tous vos cours et particulièrement dans les cours de statistiques. Et trouvez un défi de taille. Trouvez quelque chose que vous voulez changer dans le monde et soyez un agent de changement. En tout cas, je peux vous dire que nous avons tous hâte de voir qu'est-ce que vous allez tous accomplir. Merci. Merci beaucoup, Dr. Robitaille. J'adore la photo à la fin, c'est très cool. Et je pense que plusieurs des étudiants qui assistent à la journée aujourd'hui vont peut-être avoir un scénario qui va ressembler à ça éventuellement. Donc, c'est le fun de voir par où les gens sont passés. Il y a eu une question, je passe rapidement dans le chat. Énormément de remerciements et d'applaudissements. Je pense que la docteur Robitaille a affiché au début là, ses contacts sur les réseaux sociaux et ses courriels. Je pense que ça va lui faire plaisir aussi si vous avez des questions que vous envoyez personnellement. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de répondre à ces questions-là. Oui, absolument, n'importe quand. Super. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée.